Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il y a plusieurs anniversaires ces temps-ci. Il y a la reine qui célèbre ses 70 ans de règne en Angleterre. Et puis vous, Rémi Rioux, à la tête de l'AFD, l'Agence française de développement, qui fête ses 80 ans. Et vous ne m'en voudrez pas de dire, Rémi Rioux, que l'AFD est un peu moins connue que la reine dans ses missions. Je vous propose donc tout d'abord de nous dire ce qu'est l'AFD. Merci Guillaume Erner, merci pour votre invitation. Effectivement, pour partager avec vous ce qu'est cette agence qui vient d'avoir 80 ans, qui est née dans une autre crise le 2 décembre 1941, fondée par le général de Gaulle. À Londres, c'était la caisse centrale de la France libre et depuis 80 ans, avec des réincarnations successives, finalement, c'est là que s'est accumulée une expérience très concrète au nom de notre pays, alors des pays du Sud. Et puis depuis 2015, vous savez, il y a une très grande transformation, un très grand élargissement de ce qu'on appelait l'agenda du développement, qui devient l'agenda du développement durable, avec le climat, avec la biodiversité, avec les inégalités. Donc il se passe quelque chose de très puissant, de très beau, je crois, de très utile dans une actualité internationale. On vient de l'entendre chahuter, complexe, tendu, fracturé. Voilà, je voulais partager cette expérience et cette capacité d'action finalement qu'a notre pays avec beaucoup d'autres pour penser le long terme, pour changer les structures. L'AFD, c'est une banque ? L'AFD, c'est une institution financière, absolument. Donc on a maintenant une taille critique, je crois. On apporte 12 milliards d'euros de financement par an dans 115 pays dans le monde. Donc on a la capacité de faire des prêts à une taille importante. Et puis, on est aussi une agence, c'est-à-dire on peut gérer des moyens en subvention, d'intervention rapide ou pour les pays qui ne peuvent pas s'endetter. Et donc, avec la capacité, on parlera peut-être du Sahel, on parlera peut-être de pays en crise ou de pays difficultés. Mais c'est les deux, c'est-à-dire on peut agir sur le climat et aussi sur les territoires les plus fragiles. Et donnez-nous des exemples de projets aujourd'hui que vous financez, Rémi Rioux, au travers donc, de l'Agence française du développement. Je reviens hier matin du Cameroun, là où j'ai passé 4 jours. Et donc au Cameroun, on est capable de financer à la fois le très grand barrage de Nartigal, un rêve pour les développeurs. Les études datent de 1972. J'ai visité ce très grand équipement qui va amener 420 mégawatts, un supplémentaire d'énergie à la ville de Yaoundé. Aux Camerounaises et aux Camerounais, il y a un canal de 3 km dont le débit fait 3 fois le cours de la Seine. Enfin, vous voyez, ce type de très grand équipement. Et puis en même temps, j'étais dans une plantation cacaoyère où depuis 12 ans, on fait de la formation des jeunes agriculteurs, des entreprises, de les amener jusqu'au marché. Voilà. C'est cette capacité très complète que nous avons d'agir dans les économies africaines et bien au-delà. L'AFD n'intervient pas uniquement en Afrique, bien sûr, mais juste une comparaison qui est quand même assez éclairante. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Inde en termes de population et sur le plan économique, Rémi Rioux. Oui, on se bat. On a publié un atlas de l'Afrique il y a peu de temps. Ce mercredi, on publie pour la 3e fois un petit livre dans la collection Repères à la découverte là, pour l'honnête homme, l'honnête femme sur l'économie africaine en 2022, comme il y a l'économie française. Il faut prêter plus d'attention à l'Afrique. C'est un immense continent. Un jeune sur 3 sera africain en 2050. Donc la CAN vient de se terminer. Ça veut dire un sportif, un champion olympique. Et vous avez raison. Aujourd'hui, d'ores et déjà, l'Afrique, c'est la taille et la richesse de l'Inde. Et personne ne donne à l'Afrique, je crois, le même statut en fait qu'un membre du G20, un pays où il est bon de commercer, d'investir. Et donc notre travail, c'est un peu de passer cette connaissance. Et alors si vous deviez justement nous présenter les types d'économies africaines, puisque le terme recouvre en réalité et bien entendu des réalités très diverses, qu'est-ce que vous pourriez dire, Rémi Rioux, sur les différentes catégories de pays africains, la manière dont ceux-ci aujourd'hui peuvent être présentés ? Alors on a lancé un petit mot, il y a 4 ans, on a dit toute Afrique, c'est-à-dire on a arrêté de couper l'Afrique en deux, vous voyez, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ce qu'on continue à faire, pour en voir évidemment la taille, la puissance, on vient de le dire, et puis aussi en voir la diversité. Et on voit évidemment à l'intérieur du continent africain des dynamiques régionales très intéressantes, et une union et des formes d'organisation politique qui fonctionnent plutôt bien. Et puis on voit des richesses relatives, des enjeux relatifs depuis l'Afrique australe
évidemment engagé dans la décarbonation de son économie, avec cette histoire politique très singulière, jusqu'à l'Afrique de l'Est et le boom démographique incroyable, plus impressionnant encore même que dans le Sahel, qui a lieu. Et puis, on parle beaucoup d'Afrique de l'Ouest en ce moment, et de l'élargissement finalement de la crise sahélienne vers les pays côtiers, peut-être vers les pays d'Afrique du Nord aussi, pour y trouver des forces permettant de trouver les solutions appropriées. Donc oui, il y a des Afriques, mais dans une Afrique qui a une voix forte, unique, qui se renforce dans la gouvernance mondiale. La question de l'instabilité politique en Afrique, ces derniers 18 mois, il y a eu 7 coups d'État ou tentatives de coups d'État sur le continent africain. Alors on a particulièrement parlé du Burkina Faso, du Tchad, mais aussi de la Guinée, du Mali, au Soudan. Bref, dans ces pays-là, les militaires sont parvenus à s'emparer du pouvoir. Et puis il y a d'autres pays, par exemple le Niger, la Guinée-Bissau, où ils ont échoué. Mais tout cela, j'imagine, rend votre travail assez complexe, Rémi Rioux? Oui, alors la caractéristique de l'AFD, c'est pas qu'en Afrique d'ailleurs, c'est que nous sommes capables de travailler. C'est la moitié de ce que nous faisons avec les gouvernements. Il faut, bien sûr. Et puis, on déploie nos financements, nos appuis aussi pour l'autre moitié avec les autres acteurs des sociétés. Donc, ça peut être le secteur privé, bien sûr. Au Cameroun, j'étais à Douala, donc j'ai vu aussi toute cette force des jeunes entrepreneurs Mais africains. un barrage hydroélectrique, j'imagine que ça ne peut être que... Alors, c'est des montages public-privé, donc il y a du public et du privé. On mobilise aussi des capitaux Et le privés. privé, en l'occurrence? Alors là, c'est des investisseurs internationaux, mais je vous dis, à Douala, on appuie le secteur financier, on appuie les startups, on appuie les PME. On passe aussi par les collectivités locales, quand elles sont capables de gérer des financements internationaux. On passe par la société civile, essentielle dans le Sahel, évidemment, pour arriver dans des zones auxquelles nous n'avons pas accès. Mais la question de la modernisation est une question qui se pose de plus en plus du point de vue de ce qu'on appelle l'économie institutionnelle. Ça passe notamment par le fait d'avoir des structures politiques stables, j'imagine, Rémi Rioux. Et si vous devez opérer dans des pays qui connaissent des coups d'État ou qui sont sous le risque de coups d'État, eh bien, ça rend les choses un peu, j'imagine, précaires. Je crois que le phénomène de l'autoritarisme des démocraties illibérales, c'est un phénomène bien plus large que l'Afrique. Je crois qu'il ne faut pas singulariser l'Afrique. Et d'ailleurs, d'une façon générale, vous savez, la devise de l'AFD, c'est pour un monde en commun. Donc il faut nous voir comme un capteur assez extraordinaire de ce qui se passe dans le monde. Alors oui, bien sûr, nos sociétés sont malades, pas seulement les sociétés africaines. Je crois qu'il y a des fractures, on a vu aux États-Unis, et ces fractures sociales ont des conséquences sur la vie démocratique et les formes que prennent nos démocraties. Et donc l'Afrique absolument ne fait pas exception, mais il y a aussi des démocraties africaines qui fonctionnent très bien. Donc là aussi, prenons soin évidemment d'apporter des soutiens, des secours, de l'attention, de l'analyse, et puis d'en tirer aussi des leçons sur notre propre fonctionnement, notre propre place, nos propres équilibres. Donc on est cette machine, vous voyez, qui travaille dans les deux sens, Quelle leçon? qui peut ramener en France. Le virus, par exemple. On en parlera peut-être, ça a été un grand clarificateur. On a vécu pendant presque 2 ans sans comprendre ce qui se passait en Afrique. C'était très frappant d'ailleurs. Les journaux ont titré, souvenez-vous, au mois de mars 2020, tous les Africains vont mourir. Et les mêmes journaux, 3 mois après, disaient les Africains n'attrapent pas le Covid. Donc ça n'était pas vrai. Mais alors, vous revenez par exemple du Cameroun. Qu'est-ce que vous Au avez Cameroun, observé? j'ai visité le centre Pasteur de Yaoundé. Vous savez, on a ce réseau fantastique d'instituts Pasteur un peu partout en Afrique, qui sont d'ailleurs les seuls capables d'analyser. On a un programme qui s'appelle AfroScreen, très intéressant, qui permet de vérifier les mutations, l'apparition de nouveaux variants en Afrique ou ailleurs. Et on apprend que des pratiques traditionnelles, par exemple en Afrique, ont permis aux populations de se protéger. Vous voyez, l'Afrique, nous on a... Lesquels, par exemple? on avait oublié que les virus existaient en Europe, je crois. Et ça a ravivé d'ailleurs des souvenirs très très anciens, ruraux. Moi je viens du centre de la France. Nos aïeux savaient vivre avec des virus. Les Africains, ils n'ont pas perdu cette connaissance. Et donc, il y a dans les sociétés africaines des façons de réagir. Quand il y a un virus Ebola dans une zone forestière, les villages, ils coupent l'accès au village, en fait, pour éviter la propagation de ce virus. La Covid-19, c'est
tout autre chose. Mais disons qu'on a des choses à apprendre aussi dans ces sociétés, des sagesses traditionnelles, des innovations aussi, parce qu'il y a des choses très modernes qui se passent en Afrique. En tout cas, ce dialogue, cet investissement, je crois, dans l'intérêt de l'Afrique est aussi dans notre intérêt. Il faut lier nos intérêts. Mais alors, les conséquences, parce que malheureusement, les conséquences du Covid-19 ne sont pas uniquement sanitaires, Rémi Rioux. Qu'est-ce que vous avez observé sur ce continent et sur d'autres continents où vous opérez? D'abord parce que la pandémie a gelé un certain nombre d'échanges. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde, au contraire, est en surchauffe. Quelles sont les conséquences? Alors, le monde a connu depuis une trentaine d'années un mouvement de très grande convergence, en fait, très puissant. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation, hein. Quand vous regardez d'ailleurs la répartition des revenus des habitants du monde, il y a 30 ans, c'était un chameau. Il y avait deux bosses. Il y avait des gens très pauvres, ce qu'on appelait le Sud, qui était l'objet de l'aide au développement. Et puis, il y avait les gens comme nous. Et ce chameau est devenu un dromadaire, en fait. C'est-à-dire qu'on a maintenant une courbe. Et le monde ressemble finalement à un pays. C'est-à-dire on a encore des gens très pauvres dans le bas de la distribution des revenus, sur lesquels il faut des instruments, un effort spécifique. Mais maintenant, la masse de la population mondiale est une sorte de grande classe moyenne. Et donc, il faut la considérer comme ça et réinventer les instruments dans un monde en commun. Mais avant la pandémie, il y avait un discours un peu optimiste. On disait que les personnes très pauvres à l'échelle du monde entier étaient en diminution. Est-ce que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce mouvement de grande convergence de 30 ans, vous avez parfaitement raison. Il est en question aujourd'hui et on a un risque parce que les chaînes de valeur sont perturbées, parce que on n'a pas vacciné l'Afrique, parce que d'avoir un décrochage ou à nouveau des phénomènes de divergence qui s'installent entre les régions du monde. Et on le voit en Afrique, on le voit aussi en Amérique latine, qui a été très très sévèrement touchée. On ne sait pas ce que va donner la suite. Les politiques sanitaires ont été très différentes en Asie, vous le savez, en Europe ou en Amérique du Nord. Et l'Asie est aujourd'hui très largement fermée encore aux échanges, aux mouvements de population. Donc oui, c'est une crise qui vient remettre en cause ce mouvement de plusieurs décennies. Et puis c'est une crise, espérons-le, qui vient aussi changer les esprits et la façon dont on conçoit le développement. Quels sont les pays qui suscitent aujourd'hui le plus d'inquiétude, Rémi Rioux ? Moi, j'ai une inquiétude particulière pour les pays, je dirais, pas forcément les pays les plus pauvres, qui ont une forme de résilience, en fait, de leurs économies, puis qui sont moins connectés par certains aspects aux grands flux internationaux. Il y a encore une fois, une classe moyenne, c'est-à-dire des pays à revenus intermédiaires. Le Cameroun en est un d'ailleurs, mais l'Afrique du Nord, les pays du Moyen-Orient, l'Amérique latine, qui étaient très insérés et qui se retrouvent aujourd'hui un peu à l'arrêt. Et avec aussi, évidemment, dans les têtes, comme la perte finalement d'un espoir, c'est-à-dire penser que ces enfants vivront mieux que soi-même et que le pays est en train d'émerger et de rejoindre le cours général de l'économie mondiale. Donc il faut absolument qu'on travaille spécifiquement sur ces situations pour éviter là aussi des troubles peut-être politiques, que se développent des crises comme on le voit arriver aujourd'hui. Bon, mais un message d'optimisme en revanche sur d'autres pays, Rémi Rioux ? Il y a beaucoup de choses en Afrique. Moi, encore une fois, le Cameroun, c'est un pays dont on parle trop peu, pour des raisons peut-être qu'on sait, des dirigeants qui sont là depuis très longtemps. Et quand on va sur le terrain et quand on en revient, on peut partager le très très grand dynamisme de ces sociétés, cette jeunesse. Et donc, il faut investir, il faut trouver les moyens de catalyser l'investissement privé au service de la jeunesse africaine. Vous savez, on a eu ce sommet de Montpellier le 8 octobre dernier, où le président de la République avait invité, pas des chefs d'État cette fois, mais des milliers de jeunes africains. Il y avait une qualité dans les projets qui étaient présentés, les personnalités qui les portaient, qui méritent vraiment beaucoup plus d'attention. Mais justement, parce que là aussi, je ne vous parlais pas uniquement, bien entendu, que de l'Afrique. Si on prend également les autres régions où vous intervenez avec l'AFD, l'Agence française de développement, Rémi Rioux, est-ce que vous voyez, par exemple, à la faveur du dynamisme démographique, des modifications en cours, des équilibres qui se modifient, des tendances qui pourraient être des tendances incitant à l'optimisme ?
Alors, il y a évidemment une croissance généralisée. Le Sud prend une place beaucoup plus grande dans nos équilibres et de l'innovation naît dans de très nombreuses sociétés. On voit que les technologies, par exemple, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, je vous parlais du barrage de Nartigal, on sait le développement très rapide des énergies solaires, éoliennes. Évidemment, la technologie se diffuse beaucoup plus vite dans des sociétés qui font, vous savez, le saut de grenouille. On l'avait vu pour la téléphonie mobile. Oui, le leapfrog, on dit en bon français. C'est le fait que quand vous êtes privé vous ne faites pas de téléphone fixe, vous passez directement à la téléphonie mobile. Et les mêmes choses, les mêmes phénomènes peuvent se produire s'agissant de la grande transition énergétique qui est devant nous. Donc on va passer à des formes et des technologies plus avancées. J'étais à Dakar pour l'inauguration du train urbain à la fin du mois de décembre. Les Dakaroises et les Dakarois disposent d'une technologie massive de transport urbain dans une ville qui est très congestionnée, qui est plus moderne que celle que nous avons dans notre propre pays. Mais là aussi, alors la question des infrastructures, elle est double. Elle est à la fois rendue nécessaire par la progression démographique et elle est rendue compliquée par là aussi ce dynamisme démographique. Alors oui, il y a une course de vitesse. L'Afrique, vous le savez, a mis les enfants dans les écoles, par exemple. Donc il y a eu un très grand avec effort un investissement depuis qui est 30 ans. supérieur à ce qu'il est en France, par exemple, dans les écoles. Oui, la part des budgets publics alloués à l'investissement dans la plupart des pays africains est plus élevée que dans notre propre budget. Et il faut poursuivre, il faut faire un peu plus sur la santé aussi. Je crois qu'il y a un effort plus important à faire encore dans le domaine de la santé. Même si la population est la crise plus l'a aussi jeune. révélé, mais c'est la course de vitesse, vous avez raison. On est sur des dynamiques démographiques et il faut arriver à un dialogue respectueux et complet avec nos voisins, puisque eux voient la démographie quand même comme une bonne nouvelle d'abord, parce que la démographie, c'est aussi des marchés, c'est aussi de la richesse, c'est aussi de la jeunesse qu'il faut évidemment maîtriser, dans laquelle il faut investir. Merci Rémi Rioux pour ce premier tableau. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer le rôle de l'Agence française du développement et puis voir un peu comment celle-ci peut apporter une aide, mais aussi un éclairage sur toutes les tentatives en matière de développement durable qui sont faites de par le monde. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. Et nous sommes à nouveau en compagnie de Rémi Rioux. Vous dirigez l'Agence française du développement qui fête ses 80 ans. L'AFD, c'est une chose bien concrète, c'est une banque un peu particulière, une banque de développement qui finance un certain nombre de projets, beaucoup de projets, puisque vous avez environ 12 milliards d'euros de prêts répartis dans 115 pays, si ma mémoire est bonne, Rémi Rioux. Alors, je ne vais pas vous faire réagir au billet politique de Frédéric Seyss. En revanche, j'aimerais que vous me disiez comment vous pouvez prêter de l'argent, travailler avec des régimes, tout type de régimes, y compris des régimes autoritaires. J'imagine que dans ces 115 pays où vous intervenez, tous ne sont pas nécessairement des démocraties au sens où nous l'entendons. Alors on a des procédures évidemment très strictes qui sont celles d'une banque, vous l'avez dit, comme des banques commerciales. Donc je dirais l'intégrité des fonds que nous apportons est vérifiée. Et moi, j'ai connaissance de très peu de cas de corruption, vous voyez, ou de cas qui avérés et sur lesquels on intervient d'ailleurs immédiatement. La question que vous posez est plus profonde, je crois, c'est-à-dire dans quelle mesure, quand on participe au financement d'un pays, on joue un rôle politique finalement, et quelle contribution on pourrait apporter à des vies démocratiques locales plus riches, plus profondes, et qui permettent toujours d'ouvrir des chemins de développement et de permettre à des pays de se projeter. Et c'est vrai que le monde du financement du développement, de l'aide au développement, comme on l'appelait naguère, c'est peut-être cantonné dans une approche un peu technique en fait des choses, voire pour certaines organisations, l'interdiction d'aller dans ces domaines, je pense au FMI ou à la Banque mondiale, qui doivent intervenir évidemment, elles sont multilatérales dans tous les pays
du monde, indépendamment des régimes politiques qui y vivent. Moi, ma thèse, c'est il faut aller dans ce terrain-là, mais il faut y aller certainement pas en donneur de leçons, en expliquant qu'on doit avoir les mêmes institutions que la République française, mais il faut y aller par le bas, c'est-à-dire il faut essayer de pousser chaque projet de développement jusqu'aux droits humains. C'est-à-dire essayer de démontrer on a fait un programme, je sais pas, en Turquie par exemple, nous on fait des lignes de crédit avec des banques pour faciliter l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire la condition pour accéder au financement, c'est d'avoir un plan pour la place des femmes dans les entreprises, d'appuyer les entreprises. Donc ça, on peut expliquer au gouvernement turc, je ne sais pas si vous visiez la Turquie, qu'il y a des cas où on peut faire progresser le droit des femmes en Turquie. Et donc on pourrait aller jusqu'à, on le fait d'ailleurs, dans le dialogue, suggérer que la loi soit changée, par exemple, vous voyez, et que la participation citoyenne progresse aussi dans ces pays. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous dire l'inverse, Rémi Rioux. C'est une critique qui est adressée bien souvent à ce type aide au développement, qui consiste à dire que vous avez une influence politique qui est une influence politique de type néocolonial, ou alors lorsqu'il s'agit d'Afrique, vous réactivez la France-Afrique. J'ai par exemple là sous les yeux un article d'un journaliste marocain qui explique que finalement les investissements en matière donc d'aide au développement, les investissements français relèvent tout simplement du soft power. Vous faites de la politique par d'autres moyens, par des moyens financiers. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique? Alors je vais m'en expliquer bientôt d'ailleurs parce qu'on va publier un petit dialogue avec l'historien et politologue Achille Bembe, que vous connaissez, qui est un grand pourfendeur de la post-colonie dans son œuvre, et donc on va s'en expliquer dans un format un peu long. Pour cela, non, moi ma thèse, c'est que l'AFD, ces institutions, vous l'avez dit, très singulières, très particulières, c'est le contraire en fait, elles sont du côté des autres, en tant que nos semblables, c'est-à-dire elles ont la capacité, jusque dans leurs procédures, de respect, d'appui. Vous savez, nous, on passe toujours par des maîtrises d'ouvrage locales, par exemple. C'est jamais les gens de l'AFD qui font les projets, ce ne sont pas nos projets. Donc, ils sont mis en place par des acteurs que nous accompagnons et que nous faisons monter, finalement, en compétences, en capacité, non pas d'ailleurs pour rompre le lien in fine, mais pour le faire grandir et le faire évoluer. Et ça, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Turquie, c'est vrai à Bogota, c'est vrai. Et donc, je dirais, bien sûr, nous sommes une institution française, mais très singulière, celle qui va, je dirais, le plus loin dans l'amitié, dans la coopération. Mais j'imagine que vous devez tenir compte aussi des intérêts français, ou vous ne pouvez pas aller à rebours des intérêts français. Vous savez, par exemple, les financements de l'AFD sont ce qu'on appelle dans notre jargon, parce qu'il y a tout un jargon dans ce monde du développement qu'il faut, je crois, lever, réinventer pour qu'on voit la taille, la contribution que nous apportons sur les questions globales actuelles. Les financements de l'AFD sont déliés, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les entreprises françaises qui ont accès au financement de l'AFD. On fait nos maîtrises d'ouvrage font des appels d'offres auxquels toutes sortes d'entreprises, et d'abord les entreprises locales, ont accès. Mais si on prend, je ne sais pas, un pays qui récemment a fait part de sa colère à la France, le Mali, est-ce que vous pouvez intervenir au Mali aujourd'hui, Rémi Rioux ? Alors on intervient dans le Sahel comme jamais en fait. On le fait d'ailleurs au titre Mais de depuis l'AFD. la semaine dernière, je ne parle pas du Ouais, Sahel, je parle du Mali. Mais au Mali aussi, et on le fait... Et vous pourriez continuer à le faire, alors même que ce pays fait part de sa volonté de rompre, en tout cas symboliquement, les relations diplomatiques avec la Écoutez, France. pour l'instant, la question n'est pas à l'ordre du jour. La reconfiguration de l'opération Barkhane sur l'aspect militaire, évidemment le rappel de notre ambassadeur sur l'aspect diplomatique. Nous, on cherche à servir, à comprendre, à appuyer, à s'inspirer de ce que font les populations maliennes. Donc j'espère bien que nous pourrons continuer à intervenir, et encore une fois avec tous les partenaires de ce qu'on appelait l'Alliance Sahel. On a une quinzaine d'autres institutions financières avec nous qui sont actifs comme jamais aujourd'hui au Mali et dans l'ensemble du Sahel. Oui, il faut, je crois, dans la réponse en 3D, en 3 dimensions, diplomatie, défense, développement qu'on apporte à la crise sahélienne, peut-être repondérer un peu les choses et appuyer un peu plus sur ces aspects concrets, économiques, sociaux, environnementaux de long terme.
Ce qui veut dire que finalement, vous ne vous interdisez rien. Par exemple, vous avez, là aussi, c'est un pays qui, sur le plan politique, traverse aujourd'hui des troubles importants. En Birmanie, vous êtes présent. En Birmanie, nous ne sommes pas présents. Non, non. J'ai un projet à Mandalay. Oui, on a quelques actions, mais enfin, une présence quand même encore relativement limitée. Mais comme je vous le disais, on peut passer par la société civile quand les relations avec les gouvernements sont troublées ou coupées. Donc notre objectif final, c'est quand même d'atteindre les populations et de comprendre et d'appuyer et d'encourager leur dynamique de développement. Sur le plan de l'aide au développement, elle était très discutée, par exemple, ce week-end dans le dernier numéro de The Economist au sujet d'un pays dans lequel vous intervenez, Haïti. Haïti, c'est un pays où il y a une forme de triste paradoxe. Il y a à la fois des aides qui sont extrêmement importantes, il y a énormément d'investissements qui sont faits, pas seulement de l'AFD, hein, bien sûr, des investissements globaux. Et The Economist disait qu'il y avait une évaporation absolument gigantesque de cette aide, notamment par le biais de la corruption, mais pas uniquement, et qu'il y avait une sorte d'impuissance de la communauté internationale à faire en sorte que cette aide arrive à bon port. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça suscite en vous, Rémi Rioux? Bon, Haïti, c'est évidemment une situation assez extrême, hein, à la fois une situation historique de très faible capacité, de dissensus. Vous vous souvenez l'assassinat récent du président Jouvenel, donc de très grands troubles sociaux, politiques qui rendent la mise en œuvre des projets extrêmement impliqués. On se souvient du tremblement de terre. Il suffit de survoler d'ailleurs cette grande île et de voir la frontière avec la République dominicaine. Vous voyez notamment l'impact sur l'environnement, les forêts à l'est de l'île et puis la déforestation massive à l'ouest. Donc c'est un cas, je dirais, assez extrême sur lequel l'intervention est très difficile. Et puis il faut bien distinguer, je dirais, l'humanitaire, c'est-à-dire l'intervention d'urgence pour sauver les populations frappées par la famine ou les catastrophes, qui n'est pas le travail de l'AFD. Et puis le travail plus en profondeur sur les structures, sur les capacités des administrations, des collectivités, des communautés, qui est le nôtre et qui est bien sûr très difficile. On est à Haïti évidemment depuis une quarantaine d'années, on a une centaine de projets en cours. 400 millions, là aussi, typiquement, on essaye dans les projets de donner, je pense à un projet qui s'appelle Tambou, on essaye de donner une place, une voix aux communautés elles-mêmes. On y met d'ailleurs de l'art, de l'expression artistique, de telle sorte que on s'approprie le plus fortement possible l'action et puis que ça donne une voix dans cette gouvernance extrêmement complexe du pays. Mais alors là, par exemple, en Haïti, est-ce que le fait de prêter à la société civile plutôt qu'au gouvernement, c'est une forme de protection Oui, contre absolument, l'évaporation bien sûr. des C'est fonds? une façon de vérifier que les investissements qui ont été prévus initialement dans le projet sont bien réalisés. Et on rend bien sûr des comptes. Vous pouvez trouver sur le site de l'AFD de très 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 nombreux rapports d'évaluation des projets. Donc on rend des comptes régulièrement sur tout cela. On poursuit dans les pays que vous pourriez qualifier d'extrêmes du point de vue de leur dénuement et qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Il y a là aussi beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de l'aide au développement en Afghanistan. Votre point de vue à ce sujet, Rémi Rioux? Alors je pense que sur l'Afghanistan, il faut d'abord rappeler qu'on a fait la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion, notamment dans ce que les États-Unis d'Amérique ont déversé dans ce pays, incroyablement déséquilibré entre ce qui a été fait pour lutter contre le terrorisme, pour assurer la sécurité, et la part qui a vraiment arrivé jusqu'aux populations qui auraient vu leur vie changer. Et donc, d'une certaine façon, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il n'y en avait pas pour leur compte, en fait. Et donc, ils ont fini par rallier ce mouvement taliban et abandonner le gouvernement actuel, en partie pour ces raisons. Et puis, l'autre chose, ça renvoie un peu au sujet d'Haïti. C'est parfois dans ces environnements très extrêmes, la communauté internationale intervient en mettant en place ses propres structures,
y compris pour s'assurer de la traçabilité des fonds, en affaiblissant, voire en cassant les administrations nationales. Et donc je crois qu'il y a eu un peu ce phénomène aussi en Afghanistan, et il faut veiller évidemment à ne pas le reproduire ailleurs. Mais alors, comment procéder là aussi? Parce que l'Afghanistan, donc aujourd'hui, l'Afghanistan entre les mains des talibans, c'est un vrai dilemme moral. Est-ce qu'il faut aider les talibans? Et bien sûr, si on aide la population civile, puisque c'est toujours la population civile qu'on va aider, est-ce que l'on ne promeut pas ou est-ce que l'on n'aide pas à se maintenir un régime que, par ailleurs, on peut trouver tout à fait détestable? Il y a des préalables évidemment diplomatiques. On ne travaille pas en Corée du Nord non plus. Donc il faut évidemment un Mais j'imagine minimum que la de Corée du Nord liens, d'accords. ne demande pas. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Rémi. Non, je vous en prie. J'imagine que la Corée du Nord ne demande pas. Non, mais enfin, la Corée du Nord est un pays en développement, selon les catégories usuelles, et un pays où il y aurait certainement des investissements très utiles pour les populations à réaliser. Mais la situation politique, le comportement de ces gouvernements ne permettent pas d'ouvrir ce chemin. Donc il y a ce préalable. Et ensuite, encore une fois, nos maisons ont l'expérience, la capacité d'atteindre in fine les populations en privilégiant le chemin d'acheminement des financements qui est le plus sûr et le plus direct. Sur les questions qui nous concernent tous, les questions liées au réchauffement climatique et à la transition, là aussi, vous financez beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce domaine, Rémi Rioux? Beaucoup d'innovations, hein. J'entendais parler d'éoliennes volantes. Nous, on investit sur le lac Kossou en Côte d'Ivoire, une grande centrale à la surface du lac. On a fait, vous le savez, vous parliez de Bogota, à Medellín, on a fait des téléphériques urbains, qui était une très grande innovation à Medellín, hein, la ville de Pablo Escobar, qu'on a ensuite ramené. Maintenant, il y en a plein en France. Donc, il y a beaucoup d'histoires positives, d'investissements innovants qui ont lieu dans des pays qui ont l'air très éloignés de nous, sur des financements de l'AFD et que nous pouvons ramener. Et je crois qu'on a beaucoup parlé des pays les plus pauvres, des pays en crise. Moi, je crois que si on veut bouger les choses, il faut qu'on élargisse le champ et qu'on regarde effectivement tout ce grand mouvement qui a été lancé en 2015 pour le climat, pour les objectifs de développement durable. Et alors là, justement, comment intervenez-vous? Alors, je vous le disais, on a doublé de taille, hein. Donc, je pense que la priorité, ces grandes questions globales, qui, de mon point de vue, hélas, vont progressivement s'imposer aux troubles géopolitiques que nous connaissons, hein. Puisque la question, c'est plus de rétablir des équilibres aujourd'hui dans le monde. La question, c'est de trouver une façon pour que toutes les nations progressent sur ces sujets de développement durable et trouvent les solutions face à la crise climatique. Et donc le fil du climat, le fil de la biodiversité aussi bientôt. Cette semaine, il y a un grand sommet sur les océans à Brest. C'est ça qui nous donne de la force, c'est ça aussi qui permet de renouveler, je crois, tout le récit du financement du développement durable, beaucoup mieux accepté évidemment, parce que plus respectueux. Et donc c'est le chemin qu'on a pris nous très tôt à l'AFD. Plus de la moitié de nos financements ont un impact positif pour le climat. Énormément d'exemples de technologies, d'innovations à disposition. Et là aussi, c'est un risque qui pèse de plus, un risque que l'on pourrait, eh bien, restituer au travers de l'expression de réfugiés climatiques. Il y a aujourd'hui de plus en plus de pays qui sont menacés par le réchauffement climatique, Rémi Rioux, et la question des migrants est une question qui domine ce rapport entre les pays du Sud et les pays du Nord. Votre position à ce sujet? Alors d'abord, je me réjouis qu'il y ait un débat public sur ces questions. Même dans la campagne présidentielle française, là, je vois, on a parlé Mali, on parle migration. C'est des ordres internationaux et les réponses qu'on peut y apporter deviennent, et je crois que c'est utile parce que les Français le sentent très profondément. On le voit dans les sondages et évidemment, les mouvements migratoires augmentent. Ils ne sont pas forcément dans le sens qu'on imagine généralement, hein. C'est-à-dire? Vous savez bien qu'en Afrique, les migrants ne vont pas vers le nord. Ils vont très majoritairement vers le sud, notamment vers l'Afrique australe, hein, qui est la région
région la plus riche d'Afrique, et un nombre croissant de migrants, effectivement, fuient moins la pauvreté que l'insécurité, la vulnérabilité des territoires dans lesquels ils vivaient. Il y a d'ailleurs un grand sujet juridique, c'est comment reconnaître ces migrants climatiques qui ne sont ni des réfugiés politiques, ni des migrants économiques. Et donc là, beaucoup de discussions au niveau des gouvernements sur la façon de traiter ce sujet. Les migrants ne veulent pas quitter leur village, leur pays. Donc là encore, je pense que la bonne réponse, c'est quand même une réponse d'investissement, une réponse de création de valeur et de s'adapter finalement au réchauffement climatique inévitable. C'est ce qui a été dit à Paris. Moi, j'étais l'un d'un négociateur de la COP 21 et récemment à Glasgow au sommet climat. Et là, il y a beaucoup de pistes, mais est-ce que véritablement les moyens sont à la mesure de l'enjeu ? Alors oui, je vous parlais de nous, on a doublé de taille. On voit le monde de l'aide publique au développement qui est aussi en augmentation. Et puis plus largement, on a lancé, nous, un mouvement qui s'appelle Finance en commun, où on a rassemblé, tout le monde avait oublié toutes les banques publiques de développement. Donc par exemple en France, la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire ces institutions nationales très puissantes qui amènent la composante d'investissement public qui est indispensable pour accélérer la lutte contre le changement climatique. On en a trouvé 530, ça fait 2500 milliards de dollars dans le monde chaque année, c'est-à-dire 15% du total des investissements. Imaginez un instant que toutes ces institutions financières, il y en a partout, dans tous les pays, il y a la Banque mondiale tout en haut, et puis ça descend jusqu'à la banque du Minas Gerais, par exemple, dans une région brésilienne. Imaginez que tous ces gens se mettent à faire les bons investissements, c'est-à-dire des investissements qui protègent la planète et qui restaurent le lien social, réduisent les inégalités et entraînent le secteur privé, ça fera une différence. Esther Duflo, l'économiste, incitait à évaluer les aides publiques au développement. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine, Rémi Rioux ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui établi pour que ces investissements, on puisse juger de leur efficacité ? Alors, on est très fiers que le prix Nobel français, donc Esther Duflo, travaille avec nous. Elle va revenir en France, vous le savez, enseigner avec son époux Abhijit Banerjee. Et on a créé au sein de l'AFD un fonds d'innovation pour le développement dont elle assure la présidence du conseil d'administration parce que, bien sûr, on fait des choses très difficiles dans des territoires, on en a parlé, inaccessibles, notamment aux investisseurs privés. Et donc, il faut tout le temps se poser la question des résultats et de l'innovation. Et Dieu sait si Esther Duflo, dans ses travaux en Inde, notamment, s'est penchée sur ces questions. Identifier les meilleures pratiques, voir si elles sont adaptées à d'autres contextes, et puis ensuite publier de la recherche, et puis des rapports d'évaluation. Et ensuite, j'espère, parce que vous savez, on met beaucoup d'informations sur l'évaluation, ces rapports sont rarement lus. Donc ce que j'espère, c'est qu'il y ait, et je vous remercie encore pour cet échange de ce matin, qu'il y ait un vrai débat sur ces questions. Alors, justement, parce qu'on se demande avant tout, qu'est-ce qui ne marche pas, Rémi Rioux ? Qu'est-ce que vous allez abandonner en matière d'aide au développement qui témoigne à la suite de ces évaluations qu'il y a effectivement des processus qui... Mais moi, je conteste le préjugé toujours opposé que l'aide au développement ne marche pas. Enfin, comme vous l'avez dit, des centaines... Si vous évaluez, ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Oui, absolument, mais de mon expérience de 6 ans à l'AFD, les résultats sont parfois totalement atteints, parfois partiellement atteints, mais je n'ai pas vu un projet qui n'avait pas de résultats, comme les gens ont tendance parfois à l'avoir en tête. Donc le financement du développement, c'est d'abord une histoire concrète d'impact, de résultats atteints. Ne parlez pas nécessairement de l'AFD, mais non, moi non plus. Si j'évoquais tout à l'heure Haïti, c'est précisément parce que The Economist, là en l'occurrence, évoquait une évaporation extrêmement importante, de l'ordre de 90 à 95% des fonds qui partaient ailleurs. Alors encore une fois, on a
Haïti, l'Afghanistan, je pense qu'on est vraiment sur des cas extrêmes. Et on a inversement des pays, regardez le parcours de la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, regardez l'histoire de la Corée, regardez évidemment ce qui s'est passé en Chine depuis plusieurs décennies. On a des pays qui ont stabilisé leur société politique, et qui ont sorti des dizaines, des centaines de millions de la pauvreté, et qui sont maintenant en train de se poser les mêmes questions que nous, de chercher des solutions sur les grands troubles climatiques et les grands troubles sociaux. Donc il faut essayer de sortir la question du financement du développement du seul cas des pays les plus fragiles. Et c'est, je pense, en élargissant le champ qu'on va, et c'est ce qui est en train de se passer, libérer des ressources plus importantes et ensuite trouver la force de traiter mieux ces cas extrêmes. Donc c'est ce mouvement-là qui est en cours et que nous vivons, nous, au quotidien à l'agence. Avec là aussi de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, le fait de vous éloigner de plus en plus des gouvernements pour aller vers les acteurs de la société civile est probablement l'une des méthodes aujourd'hui les plus utilisées. Oui, puis on trouve des choses fantastiques. Je vais bientôt aller dans l'Est de la République démocratique du Congo, où se trouve un autre prix Nobel d'ailleurs, hein, le professeur Mukwege à Bukavu. Je ferai un petit tour Kampala, Bukavu, Kigali, où on va rouvrir notre agence au Rwanda. Et j'y vais avec Cynthia Fleury, parce que vous connaissez bien, parce que Cynthia, en fait, dans la clinique à Panzi du docteur Mukwege, donc effectivement auprès des populations, il y a une source d'inspiration pour ses travaux en matière psychologique, psychiatrique, philosophique, qui est évidemment unique au monde, parce que ces gens ont vécu des situations que fort heureusement nous ne connaissons pas. Et donc il y a des enseignements à en tirer. On va ouvrir une chaire là-bas à Panzi, qui va d'ailleurs travailler beaucoup sur la thérapie par l'art. Donc voilà, ces sources d'innovation, ces sources d'inspiration, il faut cesser, je crois, de voir ces contextes, ces situations de façon trop en surplomb, je dirais, puisque elles nous concernent. Merci beaucoup, Rémi Rioux, de nous avoir exposé un certain nombre d'actions menées par l'Agence française du développement et d'avoir commenté avec nous l'actualité du moment.